Bonjour à vous les humains, je m'appelle Loïs, je suis non-binaire et aujourd'hui on va tenter d'expliquer ce qu'est la non-binarité. Déjà, avant de définir la non-binarité, ce serait bien d'expliquer ce qu'est la binarité, histoire de bien comprendre de quoi on parle. La binarité, c'est une vision du monde duel, dans laquelle il n'existe que deux options qui sont opposées, complémentaires. Le bien et le mal, le blanc et le noir, le masculin et le féminin. La non-binarité, c'est donc l'idée contraire, à savoir une vision du monde qui rejette le concept manichéen des opposés pour lui préférer une compréhension plus nuancée et évolutive de l'existant. Bien souvent, quand on parle de non-binarité, et cette vidéo ne fera pas exception, on l'entend au sens de non-binarité de genre. C'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est bien sûr ce que j'ai voulu dire lorsque je me suis présentée en introduction de cette vidéo comme étant non-binaire. Mais pas seulement en fait. Car accepter l'idée de la non-binarité de genre, c'est également accepter l'idée de la non-binarité en tant que telle, dans tout ce qui existe sur Terre. Rien n'est jamais manichéen, tout est toujours question de nuance. Même si parfois un propos s'entend mieux lorsqu'il est peu nuancé et affirmé de façon binaire. Un chat est un chat, quoi. Pas besoin de nuancer dans ce cas-là. Sinon on se retrouve à devoir définir chaque mot qu'on utilise. Ce qui est un exercice loin d'être inintéressant, mais pas le propos ici. Pourquoi se définir comme non-binaire? Et d'abord, ça veut dire quoi être non-binaire en termes de genre? Pour l'expliquer, il faut d'abord dire en quoi la société dans laquelle on vit est binaire et en quoi c'est une aberration. La société, et quand je dis ça, je parle de celle que je connais, à savoir la société occidentale moderne et plus spécifiquement française, j'évite de parler de ce que je connais pas, la société donc nous impose seulement deux possibilités, être un homme ou être une femme. Et généralement, elle se base pour ce faire sur l'observation de nos organes génitaux. Quitte à mutiler des bébés s'ils ne correspondent pas suffisamment à l'idéal de ce que doit être un sexe de garçon ou un sexe de fille. Juste pour s'assurer que la non-binarité ne soit même pas une option dans nos têtes. Même quand la nature cherche à nous montrer que rien n'est duel et que tout est nuance, on les efface artificiellement pour nous empêcher de penser ces nuances. La matrice a décidé que le monde était binaire. Normal, puisqu'elle fonctionne comme un programme informatique. Mais c'est un autre débat dont nous discuterons une autre fois. Donc elle nous impose cette binarité à tous les niveaux de notre existence. On a attribué à ces différences biologiques des comportements, des codes, des stéréotypes, que l'on va ensuite nous obliger à adopter pour correspondre à ce que l'on a entre les jambes. Ça va commencer avant même notre naissance, dès l'instant où l'échographie aura révélé ce minuscule détail de notre anatomie. Ça va engendrer tout un tas de comportements différenciés de la part des adultes qui vont nous accueillir à notre naissance, et ça ne s'arrêtera jamais. Tout ce qu'on va vivre dépendra uniquement de cette assignation de naissance basée sur l'observation de la forme de notre sexe, qui, à elle seule, n'indique réellement qu'une seule chose, la nature de notre rôle dans le processus de procréation. Donc au moment de notre naissance, c'est-à-dire très loin du moment où l'idée de procréer commencera à émerger en nous, on nous attribue déjà un rôle avant même de savoir si seulement on souhaitera procréer. La société nous dit donc que nous ne sommes bons qu'à ça, se reproduire, et que toute notre existence n'a de sens que pour ce seul et unique objectif. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça vend pas du rêve comme idéal de vie. J'ai beau avoir des enfants, j'ai pas envie d'être considérée comme un utérus sur pattes, je suis bien plus que ça. Eh bien être non-binaire, c'est simplement refuser de se voir imposer par la société une façon d'être au monde basée sur cette binarité artificielle, construite, qu'on cherche à nous faire passer pour naturelle. La binarité de genre est tout sauf naturelle. C'est une construction sociale, artificielle, qui n'a été conçue que pour amener la moitié de la population à être dominée par l'autre moitié. Je vous laisse deviner qui est qui. Je vais pas vous faire un cours d'histoire de la construction des genres, parce que je suis pas historienne et que j'en suis bien incapable, mais juste vous dire que cette construction sociale binaire qui nous paraît avoir toujours existé est en fait relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Et également circonscrite à certaines régions du monde seulement. J'en dirai pas plus sur le sujet, si ça vous intéresse, d'autres en parlent bien mieux que moi, notamment Lexi de la chaîne Aggressively Trans. L'idée est simplement de vous faire comprendre que cela n'a rien d'universel, contrairement à ce que l'on tente de nous faire croire. La binarité de genre est une construction sociale. C'est indéniable, ça ne se discute pas, ce n'est pas un thème de débat, c'est un fait. On a le droit de se positionner comme on le souhaite vis-à-vis de ce fait, de le trouver justifié, légitime ou pas, mais on ne peut pas discuter de sa réalité. Comme je l'ai dit, cette binarité artificielle du genre a été conçue pour orchestrer la domination de la moitié de la population sur l'autre. Quel est l'intérêt, vous me direz? Je vous entends venir. Cette vision des choses, c'est juste de la théorie du complot. Peut-être. Mais personnellement, je préfère faire partie des complotistes plutôt que des comploteurs. Eh bien, l'intérêt, c'est de nous déséquilibrer pour mieux nous contrôler. Nous sommes tous porteurs des deux polarités,
masculine et féminine. Même si nous le verrons plus loin, la non-binarité va bien au-delà de ce spectre. Ainsi, abîmer l'une des deux polarités, la féminine en l'occurrence, fait du mal aux personnes assignées à ce genre, bien sûr, mais pas seulement. Ça fait également du mal à ceux que l'on assigne à l'autre genre, le dominant, car ils sont eux aussi porteurs de la polarité féminine, mais on le leur interdit. Le féminin en tant que polarité doit être réhabilité, réparé au niveau sociétal. Mais pour ça, il faut le détacher entièrement de la biologie. Non pas dans son rôle symbolique vis-à-vis de la procréation, car cette association est porteuse de sens, mais dans l'idée que l'individu détenteur d'utérus ne devrait être que féminin. Notre rôle dans la procréation incarne la polarité féminine, certes, mais nous ne sommes pas que des êtres destinés à procréer. Notre corps incarne la polarité féminine dans son rôle dans la reproduction, mais nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps sexué. Notre corps est notre véhicule. Et comme nous l'avons vu, ce corps sexué n'est pas nécessairement binaire et n'est pas non plus nécessairement destiné à la procréation. Nombre de personnes sont stériles, elles n'en sont pas moins humaines pour autant. Une femme stérile n'est pas moins une femme qu'une femme fertile, de même pour les hommes. Cette vision du monde est archaïque et ce n'est pas le monde dans lequel je vis. Grand bien vous fasse si c'est celui dans lequel vous vivez. Le féminin en tant qu'énergie, que polarité, qu'archétype, et non stéréotype, est une dimension plus ou moins présente chez tout le monde, et peut s'exprimer de toutes les manières possibles et imaginables. Pourtant, on voudrait le circonscrire à un rôle de dominé, de soumis, de faible, d'inférieur, d'inconstant, d'hystérique, de domestique, de serviable, de corvéable même, de doux, de disponible, de gentil. Et qu'est-ce qui se passe quand on est avec un vagin et qu'on ne se reconnaît dans aucun de ces qualificatifs? On se voit expulsé de ce genre qui nous a été assigné. On n'est plus rien. Avant d'aller plus loin sur cette question, petit détour qui, selon moi, prouve à quel point le féminin a été dévoyé dans nos sociétés, au cas où vous n'en seriez pas encore convaincu à ce stade. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le féminisme est aux femmes ce que l'antiracisme est aux personnes non blanches. Alors pourquoi est-ce que ça ne choque personne quand des gens se disent ouvertement anti-féministes? Si quelqu'un s'affirme ouvertement raciste, il se fait gravement attaquer, il est considéré comme un réactionnaire facho. Alors pourquoi laisse-t-on parler ouvertement ces personnes qui se disent pro-femme mais anti-féministe? C'est quoi cette expression franchement? Qu'est-ce que ça dit d'autre que « je veux que les femmes restent enfermées dans le stéréotype avilissant et réducteur dans lequel on tente de les maintenir de force ». À quel moment et dans quel monde de tels propos sont acceptables? Mais revenons à ce qu'on disait précédemment. Que se passe-t-il quand on nous assigne un genre dont les caractéristiques nous sont inaccessibles? Je vais prendre mon exemple. Non pas par égocentrisme forcené, mais parce que c'est celui que je connais le mieux et que j'aime pas parler de ce que je connais pas et n'ai pas expérimenté personnellement. J'ai été assignée fille à la naissance, sur la base de l'observation de mes organes génitaux. Du coup, on m'a mis dans une case, élevée d'une certaine manière, habillée d'une certaine manière, parlée d'une certaine manière, qui n'avait rien à voir avec la façon dont on traitait mon frère aîné. On m'a demandé d'être une fille. Et j'ai essayé. Vraiment. Pendant très longtemps. Parce que je suis du genre bon élève, d'une part, et parce que j'aime bien relever les défis, d'autre part. J'avais beau savoir au fond de moi que j'étais pas une fille, je le savais déjà en maternelle, je voyais bien que le monde entier voulait que j'en sois une. Quand on a le monde entier contre soi, ça sert à rien de lutter, je me disais. Et quand je voulais être un peu plus moi-même, on me disait que j'étais un garçon manqué. C'est terrible cette expression. Ça te dit quand même que t'es un ratage à tous les niveaux. Hein. T'arrives pas à être une fille, mais t'es manqué en tant que garçon. Donc t'arrives pas à être quoi que ce soit, t'es le ratage d'un ratage, quoi. Donc t'existes pas. Du coup t'essayes d'être une fille, puisqu'on te laisse pas le choix. Soit t'es une fille, soit t'es rien. J'ai essayé, mais j'ai jamais réussi. Donc au bout d'un moment, tu finis par lâcher l'affaire. Et accepter que t'es pas une femme, t'en as jamais été une. Et t'as jamais été une fille non plus. Donc t'es quoi au bout du compte? Et là, tu vois apparaître sur internet le mot non-binaire. Et là, c'est un boulevard qui s'ouvre devant toi. Tu savais déjà que c'était ce que t'étais. T'avais juste pas de mots pour le dire. Et ça y est, on te donne enfin un mot qui te permet de dire qui tu es et de t'accepter en tant qu'être humain. T'es pas raté, t'es juste différent. Mais la vraie question dans tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un mot pour dire qu'on est né avec un vagin, mais qu'on ne se reconnaît pas dans les stéréotypes du féminin tel qu'il nous est imposé? Et donc la question de la représentation se pose. Est-ce que je ne me sens pas femme parce que je n'en suis pas une? Ou est-ce parce que l'image stéréotypée de la femme que l'on nous présente est un idéal inaccessible? Prenons un cas précis, les détransitionneurs, ou plutôt les détransitionneuses, car elles sont beaucoup plus nombreuses, et qu'on va appliquer ici une vieille règle de la langue française, à savoir la règle de l'accord du plus grand nombre. Elles sont plus nombreuses, donc on va genrer au féminin, même si ça inclut les hommes.
Oui, parce que le masculin qui l'emporte sur le féminin, faut pas déconner non plus. Cette règle qu'on nous fait passer pour la seule règle de la langue française quand il s'agit d'accords du genre n'en est qu'une parmi tant d'autres. À savoir justement l'accord du plus grand nombre ou l'accord de proximité. C'est juste un choix conscient de n'enseigner que celle-ci dans les écoles. Comme par hasard. Venez encore me dire après ça que notre société est pas sexiste. C'est quoi une détransitionneuse? C'est une personne qui, ne se reconnaissant pas dans son genre assigné à la naissance, a entamé une transition vers le genre opposé, transition sociale et parfois physique, mais pas obligatoirement, et qui, une fois installée dans le nouveau genre qu'elle pensait être le sien, se sent encore plus mal à l'aise que dans son genre assigné à la naissance, et décide donc de revenir en arrière vers son genre initial. Ce sont donc, pour le dire autrement, des personnes qui ont choisi de devenir transgenres, puis ont changé d'avis. Ces personnes sont très intéressantes à de nombreux niveaux. Mais on ne va pas les étudier aujourd'hui sous un autre angle que celui-ci. L'immense majorité des détransitionneuses sont des personnes assignées filles à la naissance, qui ont choisi d'essayer d'être des hommes, puis sont redevenues socialement des femmes. Qu'est-ce que ça nous dit des stéréotypes de genre? Eh bien qu'il est bien plus courant de se sentir mal à l'aise dans le genre féminin sans pour autant se reconnaître dans le genre masculin que l'inverse. Dit autrement, le genre féminin est bien moins confortable à vivre que le genre masculin dans nos sociétés modernes. Au point que des personnes qui ne sont pas réellement transgenres, sinon elles n'auraient pas détransitionné, même s'il existe bien évidemment tout un tas de raisons pour entamer une détransition, mais ce n'est pas le débat. Au point donc que des personnes qui ne sont pas réellement transgenres puissent penser à tort qu'elles se sentiront mieux dans le genre dominant avant de s'apercevoir que ce n'est pas le cas. Elles sont bel et bien des femmes, mais l'idéal féminin et ses exigences est tellement inconfortable et réducteur qu'elles s'en sentent exclues. Elles ne peuvent accepter leur statut de femme que par l'expérimentation de la polarité inverse qui, par contraste, leur montre que si elles ne sont pas des hommes, du coup, elles sont des femmes. Si tant est bien sûr qu'on accepte une vision binaire du genre, mais on y reviendra. À l'inverse, il y a beaucoup moins de détransition de personnes assignées garçons à la naissance, qui transitionnent vers le genre féminin. Transitionner vers le féminin, c'est accepter d'abandonner son statut de dominant, pour aller vers un statut doublement dominé, celui de femme et celui de personne trans. Personne n'a plus à perdre en termes de statut social qu'une personne perçue comme homme qui choisit d'assumer qu'elle est une femme. Leurs détransitions sont donc beaucoup plus rares, car leurs raisons de transitionner ne sont pas liées à un statut social, mais uniquement à un mal-être de se voir imposer un genre qui n'est pas le leur. Donc revenons à la question initiale. Pour quelle raison est-ce que je ne me sens pas femme? Est-ce réellement un ressenti intérieur intrinsèque? Ou est-ce un rejet des injonctions irréalistes faites aux femmes? Et peut-on réellement avoir un ressenti intrinsèque de genre, indépendamment de tout stéréotype genré imposé par la société? Peut-on réellement ressentir sa polarité masculine ou féminine au-delà de l'image biaisée du masculin et du féminin qui nous a été imposée depuis si longtemps? Peut-on réellement percevoir des choses qui ne nous ont jamais été inculquées dans le monde dans lequel on vit? Au-delà de la portée philosophique de toutes ces questions auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui, mais si vous souhaitez en débattre en commentaire, ce sera avec plaisir. Personnellement, la seule réponse que j'ai trouvée face à la question douloureuse de mon genre a été de me définir comme non-binaire tout en me genrant la majeure partie du temps au féminin, plus par confort et par habitude, faut le dire. Je choisis de ne pas rejeter le féminin en moi, mais de l'inclure dans une identité bien plus large. Celle de la non-binarité, donc celle du refus des stéréotypes. Je suis une femme, mais pas que. Je suis aussi un homme, et encore plus que je ne suis une femme. Et je suis aussi autre chose, qui n'est ni homme, ni femme. En tant que tel, je suis non-binaire. On peut pas évoquer la non-binarité sans évoquer la transidentité, qui, en tant que telle, dans sa définition, inclut toute personne qui ne se reconnaît pas dans son genre assigné à la naissance. L'un des arguments choisis pour définir la transidentité, notamment dans le milieu médical, est la présence de dysphorie de genre. Cet argument est discutable et discuté, mais il est néanmoins passionnant. En tant que personne qui souffre moi-même de dysphorie de genre, je me suis énormément questionnée sur la raison qui a causé ce trouble en moi. Rappelons rapidement ce qu'est la dysphorie de genre. C'est une souffrance liée à l'inadéquation perçue entre notre genre réel et notre genre assigné. Exemple, j'ai des seins alors que je sais être un homme, donc voir mes seins dans la glace génère une souffrance chez moi, car je ne me reconnais pas dans le miroir. Ça crée une confusion en moi entre ce que je voudrais être et ce que je suis. Certains choisissent de se faire retirer les seins afin que leur corps ressemble plus à ce qu'ils sont intérieurement. Mais les souffrances générées par la dysphorie de genre vont bien au-delà de l'image renvoyée dans le miroir ou du son de notre voix. La dysphorie peut nous induire en erreur dans notre orientation sexuelle.
nous amenant à confondre ce qu'on aimerait être avec ce qui nous attire. Elle nous empêche d'avoir une sexualité épanouie, car notre corps ne nous permet pas d'accomplir l'acte tel que nous le fantasmons. Elle nous interdit simplement d'être qui nous sommes et de nous aimer pour ce que nous sommes. Et cela est dû uniquement à un message erroné qu'on nous a fait passer de force à partir de notre naissance. On nous a condamnés dès l'échographie à une vie de frustration et d'errance identitaire. En effet, au-delà de la souffrance réelle que cette inadéquation cause, à tous les niveaux de notre vie, et la vulnérabilité que ça engendre, jusqu'au suicide parfois, ainsi que les discriminations qui vont avec lorsqu'on tente de diminuer notre dysphorie de genre, en adoptant des codes, notamment vestimentaires mais aussi corporels avec l'hormonothérapie et la chirurgie, codes rattachés aux stéréotypes du genre opposé, la dysphorie de genre pose la question de son origine. Si on ne m'avait pas dit qu'avoir des seins impliquait certains stéréotypes, aussi bien vestimentaires que comportementaux, stéréotypes que je rejette en l'occurrence, est-ce que je ressentirais un tel rejet concernant ma poitrine? Personnellement, je suis sûre que non. Mais comme d'habitude, on peut en discuter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Quelle est la différence réelle entre une lesbienne butch, c'est-à-dire une femme qui rejette tous les codes associés aux stéréotypes féminins mais qui se dit femme, et un homme trans, c'est-à-dire une personne assignée fille à la naissance, qui rejette le statut même de femme parce qu'elle rejette les codes associés aux stéréotypes féminins? La seule différence entre les deux, c'est le souhait de se dire femme ou non. Et donc la définition que l'on donne au mot femme, indépendamment des stéréotypes. Est-on une femme si on aime les femmes? Est-on une femme si on ne peut pas procréer parce qu'on n'a pas d'utérus? Est-on une femme si on a un taux de testostérone naturellement élevé au point de se voir refuser l'accès aux Jeux Olympiques? Big up Caster Semenya. Est-on une femme si on se fait retirer les seins, retirer l'utérus, qu'on prend de la testostérone et qu'on se fait construire un pénis artificiel? Qu'est-ce qui fait de nous une femme? Et pourquoi est-ce qu'on ne pose cette question que pour les femmes? Pourquoi est-ce qu'on ne se demande jamais qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? Chacune de ces questions nécessiterait certainement une conférence à elle seule pour tenter d'y trouver des réponses, qui ne ferait de toute façon pas l'unanimité. Mais vous me direz, pourquoi aborder toutes ces questions féministes dans une vidéo censée définir la non-binarité de genre? Eh bien parce que je pense personnellement que toutes ces questions sont des non-questions, qui n'amènent qu'à des impasses. Et que la seule bonne réponse à tout cela est simplement la destruction de tous les stéréotypes de genre. Et du concept même de binarité de genre. Aussi longtemps qu'on voudra nous faire croire qu'il n'y a que deux options possibles, on justifiera la domination de l'un sur l'autre et la mise en valeur des différences entre les deux, et donc la souffrance des personnes qui sont exclues de ces codes artificiels. La non-binarité de genre est le salut de l'être humain, son avenir. Sa seule option pour accéder à une liberté de dire qui elle est. La non-binarité de genre nous ouvre une porte pour sortir de la matrice réductrice qui nous enferme depuis trop longtemps dans des concepts surannés et artificiels. Au passage, petit point de lexique. Il existe un terme pour désigner les discriminations à l'encontre des personnes non binaires. Et ce terme, c'est NB-phobie. C'est un terme qui vient de l'anglais, NB étant les initiales de non-binary. C'est une discrimination différente de la transphobie vécue par les personnes trans. En effet, les personnes trans peuvent être binaires ou non binaires. Soit par choix, soit parce que leur passing ne leur permet pas encore de s'inscrire dans la binarité de genre aux yeux des autres. Elles peuvent donc être victimes des deux formes de discrimination en même temps. Mais quand on a dit tout ça, il y a encore une chose qu'on n'a pas dit. C'est qu'est-ce que le genre, en fait? Au-delà de l'idée même de binarité ou non, au-delà de l'idée de sexe biologique ou de stéréotype, on parle de quoi, en fait? Le genre, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est à la fois l'identité de genre, l'expression de genre et l'intentionnalité de genre. Et ces trois éléments sont souvent confondus à tort. L'identité de genre, c'est ce que l'on ressent être profondément. L'expression de genre, ce sont les codes que l'on va utiliser extérieurement pour exprimer notre genre, notre look, notre façon d'être. Et cette expression de genre peut utiliser les codes de l'autre genre. Et l'intentionnalité de genre, c'est le genre que l'on cherche à incarner au-delà de ces codes. Et même si la nuance peut être difficile à comprendre pour les personnes cisgenres, elle est pourtant bien réelle. Personnellement, mon expression de genre est androgyne. Mon intentionnalité de genre est féminine. C'est-à-dire que je ne suis pas une femme, mais que je veux avoir l'air d'en être une. Mais mon identité de genre est bien plus complexe, et n'est pas juste un positionnement au sein de la binarité homme-femme. La principale idée à retenir dans le terme non-binarité est l'idée de continuum, de spectre, de diversité sans limite, d'autodétermination de notre identité, au-delà de toute définition extérieure qui souhaiterait nous limiter. C'est un désengrammage des codes matriciels pour une réinvention créative de ce qu'est le genre, au-delà même d'un positionnement au milieu d'une binarité.
La non-binarité n'est pas seulement un pourcentage de masculin et de féminin, un positionnement sur une ligne droite qui irait du 100% masculin au 100% féminin. C'est un affranchissement du concept même d'opposition entre ces deux idées du genre. La non-binarité, c'est l'idée que n'importe quel mot ou concept peut être utilisé pour décrire le genre tel que nous le percevons. C'est l'idée que personne d'autre que nous ne peut dire quel est notre genre. Et c'est l'idée donc que la limite de ce qu'est un genre ou de ce qu'il n'est pas est seulement l'étendue de notre imaginaire. Notre genre peut être une couleur, une émotion, un sentiment, une sensation, un concept intellectuel, un geste, une phrase, n'importe quoi qui puisse contenir en lui-même le sens que l'on considère représenter cette part de qui nous sommes qu'on peut nommer le genre. Mon genre à moi, il est bleu, avec quelques touches de jaune et de rose. Mon genre à moi, il est aérien, volatile, changeant, libre. Mon genre à moi, c'est un cerf, un corbeau, un hibou et un papillon, tout à la fois. Mon genre à moi, il peut tenir dans cette phrase. Je suis un homme, efféminé, lesbienne, un pédé qui aime tellement les femmes, que j'ai choisi de m'incarner dans le corps de l'une d'elles pour me sentir encore plus proche d'elle. C'est ça, mon genre. Bien plus complexe et riche que seulement un positionnement sur une droite qui relierait le masculin au féminin. Seule la non-binarité nous offre cette liberté d'identification et cette liberté de dire qui nous sommes. Voilà ce qu'est la non-binarité. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre genre à vous. Ça m'intéresse. À bientôt et prenez soin de vous.